Bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être présents pour ce webinaire, ce second webinaire sur le sujet des façades que nous portons avec notre partenaire Italia. Alors, au programme aussi, par les spécialisations optiques et intégration des énergies renouvelables en façade. Et pour ça, on va avoir une première présentation par Manuel Barral, responsable commercial et marché au sein de Novatec Next 4. Une deuxième présentation par Amandine Beaucheux, business développeur Italia. Et une dernière présentation par Alvaro Cabezali Mera, chef de projet en service innovant chez Novatec. Manuel. Parfait, merci et bienvenue à tous sur cette deuxième session. Donc, je vais commencer par introduire l'association de Novatec et de Tecnalia, dont c'est allié pour la façade. Nous sommes un centre privé qui a été créé en 2004, dont son siège est en Angleterre. Il y a 4 aujourd'hui qui sont en Bordeaux, à la Défense. Nous sommes un institut national pour la transition énergétique, la BTP, le cas de bâtiments durables. D'intérêt commun. Évolue en et 65 salariés. Notre effectif aujourd'hui de cette catégorie-là est par ailleurs adossé à des compétences d'ingénieurs, de docteurs, d'architectes et de techniciens supérieurs qui nous permettent de répondre à l'ensemble des domaines. Là, pour information, la moyenne d'âge est autour de 35 ans et quasiment une parité homme-femme, 48-52, si mes souvenirs sont bons. Nous sommes au cœur d'un écosystème autour de l'innovation et nous appuyons notamment aussi sur un fonds de dotation qui s'appelle le Cercle Promodule, mais aussi de laboratoires de recherche, de centres technologiques, de start-up et un écosystème qui s'appuie sur des associés de la chaîne totale du bâtiment. Pour ce qui est de Tecnalia, qui a participé donc quelques années en arrière à notre création, et pour sa part un centre de recherche et développement technologique qui est une référence en Europe et qui est doté aujourd'hui de 1400 experts et qui couvre à peu près une trentaine de nationalités. Et l'activité de Tecnalia, elle est autour de constituant à visualiser, identifier et développer des solutions technologiques dans différents domaines qui sont la fabrication avancée, la mobilité et la durabilité, les écosystèmes urbains, la transition énergétique et le domaine de la santé. C'est aussi une société qui est, comme nous, très active dans le cadre des programmes européens en H2020 et qui a une clientèle représentée par 75% de PME et 25% de grandes entreprises et qui, depuis peu, a créé une agence à Bordeaux, alors qu'elle avait précédemment une agence à Montpellier. Le reste des entités se retrouvent de leur côté en Espagne et dans d'autres pays européens ou d'Amérique du Sud notamment, ou voire même aux Émirats arabes unis. Le contexte aujourd'hui qu'on va évoquer est un contexte qui tourne autour des éléments de façade. Et comme vous savez aujourd'hui, ces éléments-là sont déterminants dans le cadre de la performance énergétique de nos bâtiments, qu'on s'est aperçu ces dernières années que la montée des températures et notamment les économies d'énergie nous a mené notamment à aller chercher des performances énergétiques sur les bâtiments pour tendre à des énergies positives. Vous savez aussi comme moi que tous ces éléments-là contribuent une part significative à ces impacts de carbone, dont vous savez qu'avec l'Héro 2020, il sera nécessaire et obligé de les calculer. Mais par contre, on sait aussi que ces systèmes-là sont de plus en plus complexes et qu'il faut qu'ils répondent notamment à différents critères, que sont notamment les intégrations des systèmes,
les pilotages, mais aussi l'architecture de ces bâtiments. Pour ça, nous avons une ambition, c'est celle de vous accompagner dans le cadre de développement et la mise sur le marché de vos solutions innovantes. Vous pouvez être à la base des gens qui est à l'étude ou à la recherche de développement sur certaines solutions que vous souhaitez intégrer. Et on veut, dans ce cadre-là, à travers l'offre que l'on porte, être un guichet unique, vous permettant notamment de valider ou de caractériser, voire même de certifier certains de vos produits. On s'appuie sur quoi? On s'appuie sur une connaissance profonde des normes, de la réglementation nationale et internationale. Et aujourd'hui, on est fort d'à peu près 1 millier d'essais accrédités en ILAC, ENAC ou COFRAC, que sont deux références d'accréditation espagnole et française qui nous permettent notamment d'avoir ce lien et cette reconnaissance multilatérale que peuvent apporter ces différents labels. Pour cela, nous détenons ensemble 40 000 m² de laboratoire. Alors, cette ambition, elle repose aussi sur des moyens que nous mettons en œuvre pour pouvoir modéliser et numériser certains bâtiments. On fait aussi de la numérisation in situ avec des technologies issues du drone, du scan. On peut être amené aussi à faire des essais ou alors, lorsque les éléments sont installés ou ils sont à l'étape de prototype, d'aller faire des tests in situ. Donc, c'est pour nous passer de l'étape étude théorique jusqu'à l'échelle 1. Nous faisons sur quoi? Sur des matériaux, sur des produits et des systèmes, mais aussi à des destinations bien particulières. Donc, dans les matériaux, vous allez retrouver les adhésifs, les produits d'étanchéité, les matériaux isolants, les bois et dérivés, les revêtements, les verres, les matériaux métalliques, les plastiques et les composites. Tous ces éléments qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus dans nos façades, de plus en plus intelligentes et modernes. Et c'est aujourd'hui, à travers des murs rideaux, des façades légères, des fermetures multicouches intégrées, des menuiseries autour de portes, fenêtres et stores, mais aussi de certains panneaux switch, de toitures, de lucarnes, que nous allons notamment apporter ces solutions. Et pour qui? C'est à destination notamment des fabricants de systèmes, de prescripteurs, voire parfois de bureaux d'études ou de promoteurs et constructeurs qui sont notamment à l'étape de ces différentes demandes. Donc, c'est un accompagnement global qu'on va vous proposer aujourd'hui à travers des conceptions de développement de produits sur tous les produits neufs ou améliorés à travers les performances de l'existant, ou aussi l'intégration d'énergie renouvelable dont il vous sera tout à l'heure à parler dans les façades, ou voire même l'optimisation de certains éléments sur des points de stratégie ou d'impression 3D, de composite de béton dont nous avons la capacité de vous proposer. Mais aussi de la prescription, c'est aussi de l'assistance technique, de la prescription technique, voire même vous apporter des éléments nouveaux sur des solutions qui ont été développées sur les codes techniques de la construction ou de certains règlements en vigueur. C'est aussi la fabrication et la sélection de certains fournisseurs qu'on est capable de vous apporter à travers l'analyse de la documentation technique. C'est un service complet qui vous permet de vous reposer sur des gens compétents qui auront la capacité d'analyser tous les produits, de les prescrire en fonction des exigences qui sont requises par rapport à des éléments constructifs ou à des projets que vous souhaitez mettre en œuvre. C'est aussi l'exécution de montage à travers notamment des contrôles d'exécution, mais aussi la validation qu'on peut vous apporter sur l'emploi des produits, des systèmes, mais aussi de certaines technos autour des nuages de points qu'on est capable de vous apporter autour des scans et des drones qui vont être mis en place. Et enfin, c'est l'utilisation de maintenance, c'est vous apporter l'inspection et l'analyse des pathologies, donc c'est mesurer, analyser les défauts d'étanchéité, mais aussi tout ce qui va toucher à la corrosion du revêtement, les pertes d'isolation thermique, d'incompatibilité, de rupture et de déformation, de stress thermique, mais aussi d'évaluation que l'on va pouvoir faire notamment sur des démonstrateurs. Ce sont des bâtiments à l'échelle 1 qui sont instrumentés et qui nous permettent notamment d'aller plus loin et de mettre en configuration ces éléments directement dans nos installations. Donc, c'est cette modélisation numérique in situ qui nous permet aussi
d'aller plus loin et de faire ces différentes simulations thermiques par éléments finis ou simulations d'éclairage naturel qui nous permettent notamment de vous accompagner et d'aller le plus loin possible sur tout ce qui va concerner le confort lumineux, tout ce qui va concerner l'évaluation des risques d'éblouissement, d'autonomie lumineuse, etc. C'est aussi la conception paramétrique d'éléments que nous avons développés qui nous permettent vraiment de vous accompagner dans des sujets très en amont et vous accompagner sur le dimensionnement à travers de solutions qu'on a mis au point, ou voire même des simulations de ventilation qui nous permettent notamment d'aller jusqu'à la modélisation de tirage thermique ou sur les doubles pots, voire même aller sur des ventilations naturelles par façade. Enfin, tout ce qui touche la panimétrie, le laser et les planités 3D, ou le scan, avec des niveaux qui sont aujourd'hui, depuis le lot 100 jusqu'au lot 500, nécessaires et qui permettent d'aller plus précisément sur la finition du produit et de l'intégrer à un moment donné sur les carnets numériques du bâtiment. Cette modélisation 3D, nous pouvons le faire à travers différents outils et puis vous accompagner sur des visites virtuelles sur les environnements en 360 immersifs avec des tables comme Immersite que nous détenons et que l'on met notamment en place sur des projets. Et puis, passer à l'éco-conception, cette analyse de cycle de vie, comme vous savez, avec la RE 2020, sont importantes et qui s'appliquent notamment sur l'éco-conception d'éléments de façade, la réalisation aussi de fiches FDES que nous allons réaliser et que nous réalisons aujourd'hui pour différents industriels. Enfin, les essais à nivellation de performance, qu'ils soient climatiques, sismiques, acoustiques, thermiques, en pression dynamique ou sur le feu, qui s'appuient systématiquement sur des laboratoires d'essais qui ont la maîtrise de la partie physique et mécanique, du domaine chimique, acoustique, thermique, biologique, de la durabilité, mais aussi tout ce qui va toucher la sécurité et incendie, très sensible aujourd'hui, comme vous le savez, autour des façades, quand on se réfère notamment à des incidents ou des incendies très importants qui ont créé beaucoup de problèmes au niveau de certains bâtiments à Londres. Et je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie avec ce qui vient de se passer notamment en Floride, sur notamment des essais sur des bâtiments à forte dimension qui peuvent avoir, quand les choses ne sont pas faites dans l'ordre, avoir des problèmes. Je voulais aussi vous parler des essais à l'échelle 1 sur ce que tout à l'heure vous appelez bâtiment démonstrateur ou bâtiment à l'échelle 1 sur lequel on va pouvoir réaliser des mesures et de faire des comparatifs et voire même pour vous, à distance, pouvoir parfois regarder comment les essais sont réalisés et les mesurer tout en ayant une distance entre vos éléments installés et l'endroit où vous vous situez. Et puis, finalement, aller vers le marquage CE, cette évaluation technique européenne qui va vers ce marquage et sur lequel aujourd'hui nous sommes un organisme avec Technalia d'évaluation technique qui permet d'aller jusqu'à l'émission de documents et d'évaluation technique européens et ce marquage qui sont nécessaires notamment sur certains produits. Et donc Novatec et Technalia, avec ces compétences-là, ont la possibilité notamment de vous accompagner dans ces règles et dans ces réglementations de marché nécessaires pour aller plus loin. Pour finir, les tests in situ, ce sont un certain nombre de capacités, de compétences que nous avons aujourd'hui, depuis la conformité des exigences, la vérification des exigences en étanchéité, les vérifications et installations sur les installations correctes ou incorrectes dues aux différentes constructions, mais aussi les études de condensation avec des typologies de tests in situ, nombreux que vous pourrez retrouver sur ce que je vous évoque ici et qui feront l'objet sur votre demande d'un envoi de cette présentation en PowerPoint. Donc, on vous fera une économie peut-être de prise de notes, car il est vrai que toutes les informations que je vous ai citées jusqu'alors sont assez denses et assez importantes. Et donc, cet envoi vous permettra finalement de les obtenir plus précisément. Je vais finir sur les références de travaux
que nous avons aujourd'hui à vous présenter depuis l'aéroport de Santiago du Chili, par le centre commercial du Prado à Marseille, ou alors des immeubles de bureaux à Malakoff, voire la cité musicale à Boulogne, ou des réhabilitations de toitures, ou la faculté à Montpellier. Autant de références, ou certaines, du moins ici présentes, qui seront abondées par d'autres exercices que nous avons réalisés. Je vous remercie de votre écoute et je passe la main à Amandine Beaucheux pour la présentation de la lumière sur la caractérisation optique des matériaux pour améliorer l'efficacité énergétique. Merci à vous. Merci Manuel pour cette introduction, pour cette transition. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi du coup de vous faire à nouveau une présentation. Pour certains d'entre vous, on avait déjà pu se croiser ou se parler en fait suite au webinaire qu'on avait donné en février. Sur ce webinaire en février, je vous parlais de sécurité incendie. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu, on va varier les plaisirs et je vais vous parler de caractérisation optique pour les matériaux en vue d'améliorer leur efficacité énergétique. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Emeline, super, merci. Du coup, oui, je reprends juste une slide que Manuel a pu vous montrer, donc qui montre bien la collaboration entre nos deux entités qui sont vraiment complémentaires. En fait, c'est ce que je vais essayer de vous montrer pendant ma présentation. Aujourd'hui, slide suivante, Emeline, s'il te plaît, je me focaliserai du coup sur les deux dernières parties que Manuel a pu aborder, qui sont les essais et les tests in situ. Je ne vous parlerai pas du tout de modélisation. Je pense que ce sera le cas sur la dernière partie portée par Alvaro, pardon, mais moi, je vais vraiment me focaliser en fait donc sur les essais et les tests qu'on a et qu'on pourra vous proposer. Donc les essais en laboratoire, on va commencer par ça. Avant juste de rentrer dans les détails, quel est le lien en fait? Pourquoi façade, mesure optique? Moi aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment du coup, tu peux laisser la slide, Emeline, il n'y a pas de problème. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire le lien entre les matériaux qui sont utilisés dans les façades, certaines notions liées à l'efficacité énergétique. De ces notions vont découler des propriétés qu'on va aller étudier. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous présenter toute cette chaîne. Et du coup, je commence par une notion assez évidente, c'est vraiment la plus importante, la notion de température en façade. Donc cette température, en fait, dépend de deux paramètres principaux que vous retrouvez ici, qui sont la réflectance solaire et l'émissivité. La réflectance solaire, vous devez sans doute même mieux le savoir que moi, c'est la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire. L'émissivité, elle, est liée à la capacité d'une surface à émettre de la chaleur. On peut changer de slide, Emeline. Merci beaucoup. Du coup, quand on y réfléchit un tout petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une haute réflectance solaire, on va avoir moins de rayonnement absorbé. Ok? Quand on a une émissivité élevée, on va avoir une émission de chaleur plus rapide. Si on lie ces deux notions, si on les met ensemble, ça veut dire qu'on va avoir une température de surface inférieure à ce qu'on pourrait avoir si on n'avait pas ces deux propriétés plutôt élevées. En conséquence de ça, il va y avoir deux choses très simples que vous voyez ici. Ça veut dire qu'on va avoir moins de pénétration de chaleur au sein du bâtiment. Donc ça concerne vraiment le bâtiment lui-même. Et on va aussi avoir moins de transmission de chaleur à l'environnement. Là, c'est un lien qui est fait avec l'effet d'îlot de chaleur que vous devez tous aussi connaître. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Donc du coup, on fait comment pour aller étudier les deux propriétés que je vous ai présentées, la réflectance solaire et l'émissivité? On a différentes techniques. En voici une, donc qui est chez Technalia. Je le dis parce qu'en fait, la personne dont vous apercevez juste la tête là, c'est Susanna, c'est celle qui m'a aidé à préparer la présentation que je vous fais aujourd'hui. Et qui est du coup une experte et de cette manipulation, une experte optique en fait en général. La manip qu'elle utilise, que vous apercevez ici et dont le schéma est en dessous, c'est un spectrophotomètre UV visible et proche infrarouge avec une sphère d'intégration. Je ne vais pas vous détailler exactement le fonctionnement de cet appareil aujourd'hui. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il est relativement perfectionné. En fait, je me suis rendu compte de ça en préparant cette présentation-là. C'est un équipement qui peut sembler un petit peu banal, mais qui est pas si répandu de ça, notamment avec l'aspect sphère d'intégration. Le principe, quand même, généralement, parce que je ne peux pas m'empêcher, c'est que vous prenez un échantillon, vous prenez une référence, vous allez faire passer un faisceau lumineux, donc qui sera soit des UV, soit du visible, soit du proche infrarouge, et à la fin, vous allez comparer les deux signaux que vous allez recollecter. La sphère d'intégration, dans ce cas-là, qui est placée du coup au bout du chemin optique de ces rayons lumineux, va permettre d'aller augmenter l'intensité du signal, et du coup, tout simplement d'avoir des mesures un petit peu plus efficaces et qui permettront du coup d'avoir des données vraiment pertinentes.
Susanna, donc, se sert de cet équipement-là pour étudier différents types de matériaux et l'utilise dans les conditions que vous voyez sur la droite. C'est des normes, en fait, des normes internationales pour la plupart. Je vais encore une fois pas rentrer dans le détail. Manuel disait, vous pouvez récupérer cette présentation si ça vous intéresse. Juste vous dire rapidement, du coup, que la première, c'est un référentiel plutôt américain. La deuxième, est issue du Comité international pour l'éclairage, qui a donc une valeur internationale. La suivante, c'est une norme européenne. Et enfin, la dernière est aussi internationale. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va aller réaliser ces mesures dans des conditions normalisées potentiellement intéressantes pour vous. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Donc, toujours sur cet appareil, où là, je vais vraiment passer très rapidement. C'est juste pour vous montrer, du coup, sur quelle longueur d'onde on va aller travailler quand on utilise ce spectrophotomètre, donc entre 280 et 2500 nanomètres, ce qui correspond vraiment au spectre solaire qui peut vous intéresser, donc vous, en tant que soit fabricant de produits, soit en tant qu'utilisateur. On va aller regarder des échantillons qui sont plats, qui ont une zone de mesure, comme vous le voyez, vraiment réduite, de 0,3 cm². Donc ça veut dire qu'il faut des petits échantillons pour aller faire ces analyses, pas la peine de venir avec des gros échantillons. Et enfin, on va pondérer avec le spectre solaire pour avoir la valeur. Bon, ça voilà, c'est le petit détail technique. Slide suivante, s'il te plaît, Mine. Maintenant, pour le côté émissivité, et bien là, pareil, un des équipements qu'on va pouvoir envisager d'utiliser, qu'on a aussi à vous proposer, c'est un spectrophotomètre FTIR avec une sphère d'intégration. Vous avez retenu à quoi sert une sphère d'intégration. Là, tout ce qu'il faut, le message principal, je dirais, FTIR, ça veut dire qu'on va être dans les infrarouges et qu'on va avoir un petit traitement mathématique, en fait, cette fois une transformée de Fourier qui va nous permettre de récupérer les données d'intérêt. Là, ce qu'on peut noter aussi, c'est que du coup, on va utiliser des échantillons plats. Cette fois, ils seront un tout petit peu plus grands, mais bon, ça change pas grand-chose. Ça reste raisonnable en termes d'échantillonnage, parce qu'on va avoir 3 cm² à peu près. Et cette fois, on aura une pondération avec l'émission du corps noir. Pour plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers nous. Slide suivante, s'il te plaît. Une autre technique qu'on a à disposition, toujours pour aller mesurer cette émissivité, c'est cette fois un compteur émissif portable. Alors là, je vous avoue, je me suis renseignée, je ne suis pas du tout une experte dans le fonctionnement. Ce qu'il faut, je crois, retenir principalement, c'est que cet équipement va chauffer et va aller mesurer tout simplement une différence d'émissivité avec une thermopile. Là encore, vous le voyez sur le côté, on travaille dans des conditions normatives, donc dans le référentiel américain. On va avoir cette fois une mesure intégrée. On couvre une gamme du coup de 5 à 80 mm et on va avoir cette fois des échantillons un petit peu plus grands qui font 40 cm², qu'on voit plutôt bien illustré là sur la gauche. Slide suivante, s'il te plaît. Je vous parle de réflectance solaire et d'émissivité depuis le départ. C'est déjà pas mal parce qu'en fait, ça va vous permettre d'aller connaître vos matériaux, d'aller connaître leurs propriétés optiques, toujours en lien avec l'efficacité énergétique. Là, je vais vous faire un petit focus sur l'indice de réflectance solaire parce qu'en fait, une fois qu'on a mesuré ces deux valeurs, on va pouvoir aller les utiliser dans une formule dont je vous donne ici la version simplifiée, il y a eu un petit traitement mathématique avant. On va les intégrer dans la formule que vous voyez là. J'attire votre attention pour vous dire que c'est une formule qui est valable pour les surfaces horizontales ou avec des pentes faibles. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller étudier les matériaux qu'on va mettre en toiture, par exemple, ou avec un angle léger. On est content, on a une formule, on a nos valeurs. Il se passe quoi? Donc l'indice de réflectance solaire, le SRI en anglais, plus il se rapproche de 0, plus il va correspondre à une surface qui sera à même de capter la chaleur. Alors qu'avec un SRI plutôt élevé, on peut comparer ça en fait à une surface qui va avoir un effet miroir, donc qui va repousser cette chaleur. Ce sont vraiment des images, il ne faut pas forcément retenir ça de but en blanc. Pour terminer, oui, je vous dis, parce qu'aujourd'hui on parle quand même de façade, j'étais un petit peu embêtée en préparant cette présentation, mais on a donc le COOF Roof Rating Council qui est en train de travailler à l'élaboration d'un référentiel et d'une formule applicable pour les produits en surface. Et ça devrait vraiment pas tarder, puisque ce sera pour 2022. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Voilà, très rapidement, je vous parlais au tout début en fait de l'effet d'îlot de chaleur qui peut être possible quand on a des propriétés pas forcément adaptées, que vous connaissez aussi tous. Le lien que je fais aussi aujourd'hui avec ces certifications, c'est quel est l'intérêt en fait? Pourquoi je vous parle de SRI? Pourquoi on irait mesurer un indice de réflectance solaire? Eh bien, parce que si jamais, donc toujours en tant que producteur ou en tant qu'utilisateur de matériaux, vous avez envie de faire une démarche en vue d'une certification, cette valeur va avoir un intérêt. Dans le cas de la certification LEED, par exemple, rapidement, donc c'est une certification qui vient des États-Unis, qui a un périmètre mondial et qui est en train de s'étendre de plus en plus, qui fonctionne par un système
système de points dans lesquels peuvent être notés, du coup, peut être qualifiée plutôt la valeur de cet indice de réflectance. Une deuxième certification que vous pourriez avoir en tête, que vous pourriez viser, c'est la certification BREEAM, qui cette fois, elle, est d'origine anglaise, a elle aussi un périmètre mondial, et la spécificité du coup de notre consortium, c'est que Nobatech est un accompagnateur dans la démarche de certification BREEAM. Donc si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra donc aller compléter avec une mesure de ce SRI. Je me suis aussi posé la question, vous apercevez en bas, de la présence du SRI dans la certification HQE, qui est celle qui est très très présente en France. Cette certification n'est pas concernée du coup par le SRI. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Un petit focus. Là, je change. On sort un petit peu du SRI, mais justement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le HQE? Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire pour aider les personnes qui ont envie de partir dans cette démarche-là? On peut aller cette fois mesurer une autre chose, enfin aller calculer et mesurer d'autres choses, c'est la valeur de réflectance lumineuse. C'est ce que vous apercevez en bas. Je vous ai mis une petite illustration entre un cadre de porte et un mur, hein, si jamais ça ne vous parle pas du tout. Donc le LRV, c'est la proportion de lumière réfléchie par une surface pondérée en fonction de la sensibilité à l'œil humain. L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'améliorer l'accessibilité pour tout le monde et pour les personnes ayant une déficience visuelle plus particulièrement. On fait ça comment? En définissant des valeurs minimales de LRV qui vont permettre d'avoir un contraste suffisant, en fait, entre les différentes surfaces, en sachant qu'un LRV bas, donc proche de 0, ça correspond plutôt à du foncé, à du noir, et qu'un LRV de 100, c'est plutôt du blanc. Juste pour terminer sur cet aspect LRV, là je vous en parle dans le cadre de la construction. Il est à noter que c'est quelque chose qui est applicable dans tous les domaines, dans tous les marchés, dans le ferroviaire, dans les transports par exemple. Quand on pense à des portes d'un wagon ou des choses comme ça. Voilà. Slide suivante, juste pour revenir sur cette valeur de LRV, on va se retrouver aussi avec nos spectrophotomètres, celui que je vous présentais tout à l'heure, qui va donc permettre de faire exactement les mêmes mesures sur des échantillons plats, toujours avec une surface plutôt petite, mais qui sera cette fois pondérée sur du Y10. Je ne rentre pas du tout dans les détails, mais pour les gens que ça pourrait concerner, ça devrait pouvoir vous parler. N'hésitez pas encore une fois à revenir si vous avez des questions. Merci Emeline. Du coup, là, j'en termine avec quelque chose d'un petit peu différent, mais en préparant cette présentation, c'est vraiment dit, on va aller chercher nos complémentarités en fait et vous présenter les différents outils qu'on peut avoir. Et dans ces outils, on a retrouvé chez Nobatech un banc de mesure d'absorption solaire. Donc, il a été développé maison, si mes informations sont bonnes, et lui va permettre une mesure indirecte d'absorption solaire. Donc cette fois-ci, on quitte un petit peu l'optique et là, on va aller mesurer, j'ai envie de dire, on va aller simplement mesurer dans le bon sens du terme une température en fait, qui va donner accès à une quantité d'énergie absorbée et là encore, on va pouvoir en déduire certaines propriétés. Le spectre solaire donc, est simulé entre 0,25 et 2,5 microns et on a cette fois des échantillons un petit peu plus grands qui font voilà, de 10 par 10 avec une certaine épaisseur. On peut continuer, Emeline, s'il te plaît. Donc là, j'en ai terminé en fait avec les tests en laboratoire et on va effectivement enchaîner sur les tests in situ, dont Manuel parlait aussi. Parce que du coup, là, je vous ai présenté les moyens qu'on aurait à mettre à votre disposition pour vous aider à les caractériser, les matériaux, encore une fois, que vous développez ou vous utilisez. Mais une fois que ces matériaux sont installés sur site, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aller vérifier toujours ces mêmes propriétés? J'en reviens à mon indice de réflectance solaire. Là, on a la possibilité d'aller mesurer l'émissivité du coup sur site en utilisant un émissiomètre que vous voyez ici, le M4. Encore une fois, celui-ci va être utilisé dans certaines conditions normatives. Le N que vous voyez ici, les deux EN que vous voyez ici, qui ont donc une valeur européenne. Du point de vue optique, les petites précisions, les gammes couvertes, donc, vous pouvez les lire, c'est du 8 à 14 microns, du 1 à 50 microns, et on a une surface de mesure relativement raisonnable aussi, qui fait donc 10 cm par 10 cm carrés. Donc on va pouvoir vraiment en fait faire un lien entre les mesures qui ont été faites en labo et des mesures faites sur site, sur un même matériau, quasiment sur une même surface. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Toujours en voulant donc aller mesurer sur site, comment on va aller mesurer notre réflectance solaire? On a un dispositif que vous voyez ici qui s'appelle un pyranomètre.
Encore une fois, celui-ci peut être utilisé dans des conditions normatives reconnues internationalement, que vous avez donc écrites au-dessus. Un pyranomètre, ça sert à quoi? Ça sert à mesurer l'énergie solaire directe et indirecte. On va pouvoir cette fois aller mesurer un rayonnement solaire qui peut aller jusqu'à 2000 watts par mètre carré sur la longueur d'onde que vous retrouvez en bas, que vous connaissez maintenant, qui correspond donc bien au spectre solaire. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. En complément de cette mesure-là, on a aussi à mettre à votre disposition ce qu'on appelle un pyrgéomètre. Voilà, je ne connaissais pas le mot et vous vous en rendez compte. Un pyrgéomètre, ça va venir compléter le pyranomètre en fait. Ça va permettre de faire une mesure du flux radiatif entre une paroi et le ciel. Ça va surtout aussi pouvoir permettre des acquisitions long terme. Ça veut dire qu'on va pouvoir fixer en fait un intervalle de durée. Là, je vous ai mis un exemple, mais différentes choses sont envisageables. On va lui demander par exemple de faire une mesure toutes les 2 minutes et ce pendant 2 mois. Donc voilà, ça peut vraiment être des mesures sur une temporalité intéressante pour vous, je le suppose, et surtout représentative des conditions d'utilisation. Le pyrgéomètre, en différence au pyranomètre, lui, va aller mesurer le rayonnement infrarouge, uniquement l'infrarouge, et avec une puissance un peu moindre, de l'ordre de 1000 watts par mètre carré maximum. Vous voyez sa longueur d'onde, du coup, qui est décalée vers les infrarouges. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Là, j'en ai terminé avec tout ce qui était lié à l'optique. On s'est dit, quitte à faire ce genre de présentation, on va quand même aussi leur montrer ce qu'on a d'autre en fait comme dispositif de mesure sur site. Je vais donc passer un peu plus rapidement. Là, je pense que vous pouvez reconnaître du coup des moyens qui permettent d'accéder à des températures de surface, des températures de matériaux de surface qui sont des caméras infrarouges. Donc, on va aller réaliser des thermographies infrarouges. Vous voyez qu'elles couvrent des gammes de température relativement larges, de moins 20 degrés à 120 degrés, qu'elles ont une sensibilité relativement importante et une précision de l'ordre de 2 à 3 degrés. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Là, bon, c'est peut-être des choses que vous connaissez, hein, qui vous paraissent simples, mais voilà, vraiment, on avait envie de vous montrer l'étendue des capacités qu'on peut avoir. Donc, une autre manière d'avoir accès à la température, eh ben, ça va être d'aller utiliser des thermocouples, donc soit en mesure filaire, comme ce que vous voyez sur les dispositifs de gauche, soit plutôt sur des mesures sans contact avec un thermomètre. Si on continue, en complément de tout ça, oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire tout à l'heure, le SRI, l'indice de réflectance solaire, peut être dépendant. Il y a une constante en fait dans la formule sur laquelle je suis passée très rapidement, qui est dépendante de la vitesse de l'air. Donc, il nous a semblé aussi logique de vous présenter ce qu'on a ici. Ce sont des anémomètres, qui vont donc permettre d'aller mesurer cette vitesse de l'air, soit des anémomètres à coppel pour vent, comme ce que vous voyez à gauche, soit à fil chaud pour des fluides plutôt en circulation. Donc, cette fois, des mesures de vitesse d'air dans des conduites, dans des tuyaux. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Là, encore une fois, ouais, un dispositif complémentaire à tout ce que j'ai pu vous montrer avant, sont des systèmes d'acquisition autonomes. Donc là, ils vont aller mesurer plusieurs choses en même temps, de la température, de l'humidité, de la luminosité. On a des thermocouples de différents types, je vous laisse les lire, et qui permettent donc aussi, quand on le regarde vraiment dans le détail, d'aller faire des mesures sur des plages, sur des gammes de température relativement larges, puisque là, on est entre moins 260 et 1820 degrés. Donc ça veut dire quoi? C'est la petite ligne aussi que j'ai mise en dessous. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller au-delà de mesures de caractérisation, en fait, tout simplement, de caractérisation de matériaux. On va pouvoir envisager d'aller faire des mesures pendant des process de fabrication, par exemple. Pour les manufacturiers qui pourraient être présents aujourd'hui, ça pourrait aussi avoir un intérêt. Et une fois que ces mesures ont été faites, évidemment, on va aller les exploiter au travers du développement de modèles physiques qui sont développés au cas par les experts de Novatec. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Il me semble bien que c'est la dernière. Je trouvais aussi intéressant voilà, de vous présenter ces dernières possibilités qui permettent d'avoir accès à des caractéristiques thermiques cette fois. Donc, on va pouvoir aller mesurer de la transmission de la résistance thermique et un facteur solaire. Là, c'est Novatec qui va plutôt s'y connaître. Ça recoupe avec ce que Manuel vous présentait tout à l'heure à droite. C'est un des dispositifs de test à l'échelle 1. Donc, on va pouvoir aller mettre des vitrages dans ce dispositif et aller mesurer différentes choses, voilà, qui nous permettront d'accéder aux facteurs solaires. Les mesures de résistance et de transmission ne sont pas toujours évidentes non plus à réaliser. Donc voilà, sachez qu'on a la capacité de le faire et dans les deux conditions normatives que vous retrouvez au-dessus. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Voilà, j'en arrive tout simplement à ma conclusion. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment pour que vous ayez le message global. Là, l'idée, c'était de vous montrer donc les moyens de caractérisation optique de matériaux en façade
D'ici peu, on pourra vraiment rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, on a la possibilité d'aller mesurer l'émissivité et la réflectance solaire des matériaux, même si on ne peut pas le transférer dans une formule de SRI, c'est pas grave, parce que ça vous donne un moyen de comparer vos matériaux les uns avec les autres ou avec ceux de vos concurrents éventuellement. On va aller aussi, du coup, caractériser des matériaux entoiturants en intérieur. On peut vous aider à développer tout un tas de matériaux, de produits et systèmes, comme Manuel le disait. Et au-delà de ce complément de caractérisation optique, n'oubliez pas que, du coup, Novatec, notamment, a cette expertise, la possibilité de vous accompagner dans une certification si c'est ce qui vous intéresse. Voilà. Et là, l'idée, pour en terminer, c'était vraiment de couvrir, vous l'avez compris, j'espère, toute la chaîne de valeur, en fait. Donc, des producteurs de matériaux jusqu'aux gestionnaires de bâtiments qui peuvent utiliser les systèmes de test que je vous présentais qui s'utilisent sur site. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention et je passe maintenant le relais à Alvaro. Du coup, on retourne chez Novatec. Merci beaucoup, Amandine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. Du coup, moi, je vais vous parler plutôt de l'intégration des énergies renouvelables dans un projet de façade, donc notamment les photovoltaïques, donc les PV. Du coup, par rapport en fait à l'intégration du PV, donc il faut savoir que nous, on a un savoir-faire en interne chez Novatec INF4 et Tecnalia qui nous permet de garantir, en tout cas, d'assurer les rôles d'accompagnateur grâce à notre savoir-faire ainsi à tous les réseaux d'associés qui font partie de notre atmosphère. Du coup, il vous permet en fait de vous accompagner dans la démarche innovante comme les façades énergie renouvelable, notamment les photovoltaïques. Pour nous, cette innovation, il faut que ça soit étudié de la phase esquisse, donc bien avant la dépose du permis de construire et en tout cas bien avant de la phase DCE. Et ça se fera certainement avec une combinaison d'études paramétriques pour des projets de construction neufs, par exemple, ou un état des lieux de la façade existante dans une construction dans laquelle on doit faire la rénovation des façades. Et ça va permettre en fait d'éclaircir la faisabilité de cette façade photovoltaïque. C'est très important en fait de comprendre la façade photovoltaïque parce qu'elle va permettre en fait, de répondre aux nouvelles exigences énergétiques qui vont s'instaurer dans la nouvelle réglementation, la RE 2020, ainsi que dans les décrets tertiaires pour tout ce qui est rénovation. Donc aujourd'hui, en gros, il existe deux systèmes pour nous, en fait, pour la mise en place de la façade photovoltaïque. C'est les BAPV, donc les Build and Applied Photovoltaics. C'est en fait, c'est les systèmes en fait, de modules sur des surfaces existantes dans lesquelles il n'y a pas de surimposition, dans lesquelles il y a une surimposition, pardon, lorsque la construction en fait, elle est finie. Donc ça, c'est par exemple, c'est l'exemple type dans la rénovation énergétique d'une façade. Ou les BIPV, donc les Building Integrated Photovoltaics. Donc, c'est en fait, c'est le remplacement d'un élément de construction traditionnel, comme ça peut être les menus série ou comme ça peut être un système de bardage classique, par des matériaux qui peuvent intégrer des modules solaires. Donc, ça va être notamment le cas dans les constructions neuves ou ça peut être aussi dans la rénovation énergétique. Le remplacement, par exemple, des vitrages, pas de vitrages avec de photovoltaïque intégré. Donc, ces systèmes, en fait, ils permettent aujourd'hui de garantir la mise en place de la façade photovoltaïque et ils sont garantis aussi grâce au répertoire en fait, qui existe aujourd'hui des matériaux existants. Donc, nous, notre rôle, en tout cas chez Novatec INF4 et Tecnalia, ça va être de devenir les experts par rapport à l'ambition architecturale, excuse-moi. Donc, la forme de la façade, la couleur, les types de vitrages, ainsi que tous les ambitions énergétiques qu'on va avoir pour les nouveaux projets. Donc là, ça va être la génération d'énergie, ça va être les systèmes techniques existants, les monitoring, les suivis de consommation, les commissioning, et qui pourront vous permettre d'avoir un projet ambitieux et très performant. Slide suivant, s'il te plaît, Méline. Du coup, dans un projet de rénovation, dans le cadre d'un projet de rénovation, l'objectif, ça va être surtout, en général, l'amélioration de la performance énergétique et patrimoniale du projet. Donc, les surfaces de couverture, en général, dans un projet existant, elles ne sont pas suffisantes pour garantir l'autonomie énergétique du bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'on va faire appel à une façade photovoltaïque qui va être étudiée en général comme une alternative. Donc, les panneaux photovoltaïques, ils pourront s'intégrer en fait dans cette façade, soit en BIPV, soit en BAPV. Donc, en façade de portée, par exemple, un brise solide photovoltaïque. Et en BIPV, ça va être en général la modification des vitrages avec l'incorporation des panneaux photovoltaïques directement incrustés en fait, dans les vitrages. Donc, ça sera nécessaire un audit de la structure existante
ainsi que de tous les équipements techniques qui existent par rapport, par exemple, au renouvellement des équipements ou par rapport aux équipements qui existent actuellement sur les bâtiments. Et ils vont permettre en fait de garantir la faisabilité de la façade photovoltaïque. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui une structure qui est défaillante, ou en tout cas dans laquelle on a besoin de renforcer parce qu'elle n'est pas capable en soi, en elle-même, d'accueillir une nouvelle façade, en déporter, mais il va falloir soit renforcer, soit laisser tomber aujourd'hui les projets de faisabilité de façade photovoltaïque. Donc, il existe aujourd'hui des projets ici en France renommés par rapport à la façade photovoltaïque. Par exemple, le bâtiment de la Cube à Bordeaux ou la façade de la résidence d'Emmaüs. Ça, c'est des exemples en fait, de rénovation sur lesquels, en fait, aujourd'hui, on peut s'inspirer pour des futurs projets de rénovation. Donc, il faut savoir, par exemple, que les bâtiments de la Cube à Bordeaux, c'est un bâtiment qui est devenu énergie positive, c'est-à-dire qu'il arrive à générer avec sa façade photovoltaïque de 9000 m², il arrive à générer l'énergie suffisante, en fait, pour la consommation complète du bâtiment. Et il arrive même à injecter de l'énergie électrique dans les réseaux. Le slide suivant, s'il te plaît. Par rapport à la construction neuve, donc du coup aujourd'hui on va pouvoir avoir, dans la construction neuve la nouvelle réglementation, la RE 2020, qui va s'imposer à partir de l'année prochaine pour les bâtiments, pour les logements, et dans les années à venir, ça va s'imposer aussi pour les tertiaires, pour l'industriel et la logistique. Donc la nouvelle réglementation ainsi que le label BPOS, qui est fait par Finergie et d'autres certificateurs, donc ils vont demander un degré d'autonomie énergétique pour les nouveaux projets. Donc, ça va faire un appel d'un côté aux énergies renouvelables, ainsi qu'en fait à une diminution de l'empreinte carbone du projet. Donc, la possibilité de cette façade photovoltaïque, elle doit être étudiée de toute façon, comme on a dit dès le début, elle doit être étudiée depuis la phase esquisse. Donc, il faut qu'on incorpore tout de suite en fait, les exigences en matière d'énergie renouvelable. Par exemple, pour l'expérimentation et plus et moins, on va y avoir les classements E3 et E4 qui vont faire appel en général à des énergies renouvelables pour l'autonomie énergétique du bâtiment. Donc, les façades en général, surtout dans les bâtiments tertiaires, industriels et logistiques, sont assez généreuses en surface et ils permettent en fait de garantir les panneaux BIPV ou BIPV, donc dans la conception technique du projet. Donc, il faudra aussi prévoir, par rapport à la génération d'énergie photovoltaïque, il faudra prévoir aussi des espaces techniques à l'intérieur du bâtiment dans lesquels il faudra mettre en place les batteries et les onduleurs, ainsi que les nouveaux transformateurs qui vont accueillir en fait la génération d'énergie. Donc aujourd'hui, nous, en fait, on travaille avec plusieurs logiciels de conception et de calcul et on arrive en fait à garantir des bâtiments à énergie positive, donc des bâtiments qui génèrent plus d'énergie par rapport à la consommation du bâtiment, ou des bâtiments passifs dans lesquels il y a un équilibre entre l'énergie produite et l'énergie consommée par les bâtiments. Donc ces logiciels, par exemple, ça va être le cas de l'explication qui va venir en suivant. Donc, on utilise par exemple un logiciel d'un de nos associés qui s'appelle Enerbim. Donc, le logiciel il s'appelle BIM Solar et c'est un outil en fait aujourd'hui qui aide à la décision pour la faisabilité économique et la valorisation d'un ouvrage de photovoltaïque en façade ou en couverture. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce logiciel? Donc, première chose, il va nous permettre de mesurer l'irradiation solaire sur les différentes parois, verticales et horizontales. Donc, ça va être la façade notamment et la couverture pendant toute l'année. Donc, ça va nous donner en fait aujourd'hui les capacités d'irradiation solaire qui existent sur ces parois-là par rapport à l'orientation du projet, par rapport à l'emplacement et par rapport aussi au fichier météo en fait appliqué dans ces projets. Ça va nous permettre aussi de simuler les ombrages portés sur la façade, parce qu'il faut savoir, comme vous connaissez tous, en fait aujourd'hui, une façade ou un bâtiment, il est souvent entouré d'un côté de végétation, mais de l'autre côté, de son environnement urbain. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir certainement des bâtiments en fait à côté qui vont projeter en fait de l'ombre directement sur la façade. Donc, ce logiciel, BIM Solar, il nous permet en fait d'anticiper ces projections solaires et voir en fait vraiment si la façade elle est complètement exposée ou la couverture elle est complètement exposée par rapport à l'emplacement du projet. Ensuite, en fait, on va permettre avec ces logiciels, on va mettre en place un scénario de BIPV ou BIPV, des couvertures ou dans la couverture, pardon, ou dans la façade. Donc, c'est-à-dire, on va incorporer des panneaux, comme vous voyez dans l'image en haut à droite, on va pouvoir incorporer des panneaux soit en déporté, soit directement dans les éléments de façade ou des couvertures, qui vont nous permettre en fait de garantir aujourd'hui une surface demandée. Donc, en suivant, on va mettre en place des onduleurs qui vont permettre de connecter chacun des panneaux
pour garantir aussi en fait, la connexion électrique, en tout cas la connexion de l'ensemble des panneaux dans l'installation globale. Cet scénario en fait, des ondulaires, ça va nous permettre de sortir en dernier les simulations économiques des différents systèmes, soit les déporter, soit directement l'incorporer en façade ou en couverture, avec un retour d'investissement, avec une rentabilité de l'installation, avec un bilan de consommation. Tous ces éléments, en fait, il faudra saisir des prix aujourd'hui existants, il faudra se rapprocher, en fait, il faut qu'on... En général, nous, on se rapproche des fournisseurs et des différents fabricants des panneaux photovoltaïques qui nous permet aujourd'hui de garantir en fait, les prix et d'avoir ces simulations économiques. Donc, à venir, pour finir, dans ce logiciel BIM Solar et dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle BIM for Rent, on est en train de développer les modules Batisol. Donc, c'est les modules de façade qui permet en fait, de générer de l'eau chaude sanitaire ainsi que du chauffage, un complément de chauffage pour les systèmes de chauffage ou les systèmes d'adduction d'eau potable d'eau chaude sanitaire à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça sera développé certainement à partir de fin de cette année. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Donc, par rapport au PV de façade, aujourd'hui, on peut vous montrer quelques exemples de projets sur lesquels nous, on a travaillé. Par exemple, le projet Baticool. Donc, c'est un projet qui a été présenté dans les Solar Decathlon Middle East en 2018 à Dubaï. Donc, ces projets, en fait, c'était un projet expérimental qui visait à tester et à réaliser un prototype de logement de 100 mètres carrés avec une hauteur plafonnée à 7 mètres pour les climats très chauds. Donc, c'était le cas de Dubaï. Et en tout cas, c'était déclinable pour plusieurs typologies et morphologies de bâtiments, donc soit individuelles, soit collectives, dans une situation urbaine dense et sous des conditions caniculaires. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui en fait une simulation qui a été faite pour des climats très chauds, dans lesquels on permet en fait d'étudier en fait les prototypages de ce type de maisons. Nous, l'intervention de Novatec, INF4, il portait en fait sur des panneaux radiants en fait qui étaient intégrés qui étaient à l'intégration structurale issus du projet de Batisol, ainsi qu'on a mis en place aussi les lombrifiltres pour le recyclage des eaux usées. Donc, les priorités en fait qui avaient été choisies par l'équipe du concours, c'était une conception architecturale très audacieuse, avec tous ces panneaux semi-perforés, avec ces systèmes de brise-soleil qui étaient rabattables, avec un système à l'intérieur de free cooling qui permet de s'affranchir aujourd'hui du système de climatisation. Ainsi, notre objectif, c'était les solutions intelligentes et innovantes que nous, on développe chez Novatec INF4 ainsi que chez Tecnalia, donc qui permet en fait aujourd'hui d'avoir des actifs technologiques issus des recherches et des doctorats, en fait, sur des nouveaux systèmes de solaire, sur des nouveaux systèmes de rafraîchissement. Par exemple, c'était le Radiative Sky Cooling qui a été mis en place dans le projet Baticool, ainsi que le recyclage des eaux grises. Nous, on a mis en place les lombrifiltres, c'est une solution brevetée par Novatec, ainsi que la solution de ventilation des matériaux, des biomatériaux et des autres solutions innovantes en fait, qui ont été appliquées sur ces projets. Et en plus de ça, le troisième objectif de ce projet, c'était avoir une vision multiculturelle et multimétier. Donc, il y a eu énormément de personnes qui ont travaillé en fait dans ces projets. Donc, parmi des personnes, en fait, ça a été Novatec, on a travaillé avec U2M, on a travaillé aussi avec quelques associations en fait en Europe et aussi en Moyen-Orient, qui nous ont permis en fait de combler l'ensemble des savoir-faire des différents intervenants pour garantir en fait aujourd'hui la santé, le confort et la qualité de l'air sur ce type de bâtiment. Donc, ainsi, il y a eu le projet Baticool, il faut dire qu'il y a eu quelques mécènes, donc 9 exactement, et des donateurs qui ont permis en fait de financer ces projets et de les présenter dans les Solar Decathlon Middle East. Donc, c'était par exemple Barisol, Bouygues, Doma Solar, EDF, Epsilon, HR, ISP, Piveto et Telus. Un deuxième type de projet sur lequel on a travaillé, donc c'est une étude de faisabilité qu'on a fait en BIPV sur un système de bardage double pot vitré. Donc la double pot vitré, c'est un système de façade déporté par rapport à la façade principale qui permet de générer aujourd'hui un système soit d'acclimatation, soit un système de surchauffement pour l'hiver et qui permet en fait de contrôler encore mieux la température et l'exposition de la façade. Donc, sur ces projets, mais en fait, grosso modo, on est parti sur du BIPV parce qu'en fait, on avait une façade vitrée en double pot qui était devant, dans lesquelles c'était plus facile en fait d'intégrer aujourd'hui des panneaux photovoltaïques et des modules solaires dans cette façade que de faire un système de brise-soleil déporté ou un système carrément de cellules solaires à part.
Donc, sur ces projets, en fait, on a étudié d'un côté la géométrie, mais de l'autre côté, la disposition des différentes cellules, ainsi que la puissance nominale des différentes cellules photovoltaïques. Ça nous a permis de faire 3 scénarios dans lesquels on a eu soit du 82 watts, soit du 82 watts mais plus condensé, soit du 106 watts plus condensé, plus petit mais plus puissant, et qui nous ont permis aussi de mettre en place ce système dans la première simulation. Ainsi, on a simulé l'ensemble des masques qui contournaient l'ensemble du bâtiment. Donc, c'était notamment dans un boulevard qui a énormément de plantations. Il y avait des platanes qui faisaient 15 mètres de hauteur. Donc, ces platanes-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en hiver, ils avaient beaucoup moins de feuilles. Donc, du coup, l'ombre portée, elle était moindre. Mais en été, en fait, ça faisait une ombre portée qui diminuait aussi la production solaire. Parce que, voilà, comme vous savez, en fait, aujourd'hui, la production photovoltaïque, elle est dépendante aussi des apports solaires. Les apports solaires, souvent, ils sont bien plus élevés en été qu'en hiver. Donc, notre problématique, souvent, quand on fait une façade photovoltaïque ou un système photovoltaïque en couverture, c'est garantir la production dans les périodes creuses. Donc, les périodes creuses, souvent, c'est l'hiver et la fin de l'automne et le début du printemps. Donc, grâce à cette simulation des masques, aujourd'hui, on a fait la modélisation et ça nous a permis en fait d'avoir aujourd'hui un système sur cette façade qui permet de garantir, avec un retour d'investissement sur 20 ans, ça permet de garantir l'autonomie complète du bâtiment. Donc, on a fait en plus de ça de la simulation sur BIM Solar, donc c'était l'outil de la faisabilité. Donc, avec cette simulation, plus une simulation énergétique dynamique du bâtiment avec un dispositif en fait de suivi de consommation, ça nous a permis de garantir un projet qui est complètement BPOS. Donc ça, c'était cette étude de faisabilité. Slide suivant, s'il te plaît. Donc d'autres projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les projets BIM4M, c'est l'intégration en fait des BIM Solar, l'intégration dans le logiciel BIM Solar des modèles solaires thermiques pour la faisabilité des projets de rénovation. C'est notamment les panneaux Batisol que nous on a développés en interne chez Novatec INF4, donc qui utilisent en fait aujourd'hui l'énergie solaire pour la production d'électricité et de l'eau chaude sanitaire, ainsi que du chauffage. Donc, l'objectif de ces projets européens, c'est en fait d'intégrer les modules Batisol dans le logiciel BIM Solar. Donc, de cette façon, en fait, on pourra en fait rajouter la partie thermique dans la simulation en fait solaire photovoltaïque. Et ça nous permettra en fait aujourd'hui d'avoir un spectre complet sur les différentes simulations qu'on pourrait faire sur BIM Solar. Donc, les modules Batisol, il faut savoir que voilà, c'est un module plutôt thermique, en fait, qui est rédigé plutôt pour la partie en fait, génération de l'SES ou du chauffage ou de la climatisation, ça peut le faire. Et en fait, c'est un système, aujourd'hui, par exemple, qui est prototypé, qui est sur les sites de Talence, que nous avons ici à Talence. Donc, il y a une façade Batisol dans laquelle on a tous les systèmes prototypés. Un autre projet qu'on a travaillé avec Tecnalia, en collaboration Tecnalia, Novatec INF4 et Nerbim, c'est le projet PV Sites. Donc, c'est un projet européen qui nous permet aujourd'hui de collaborer et répertorier en fait, l'ensemble des technologies et systèmes existants BIPV. Donc, c'est un benchmark qui a été fait pour la toiture et pour la façade, avec des simulations de production à travers du logiciel BIM Solar, qui est développé par Enerbim, un de nos associés partenaires, qui permet aussi, dans ces projets, l'objectif c'est de faire le suivi des consommations avec un monitoring et un commissioning fait par Novatec INF4, ainsi que la mise en place d'un site test qui est à Donostia, San Sébastien, pour faire la rénovation. C'était un projet de rénovation sur les 2 façades du bâtiment de Tecnalia. Donc, ce projet, aujourd'hui, il a été financé par l'Union européenne dans le cadre des projets européens. Et en fait, c'est un projet qui est abouti aujourd'hui, qui est complet, sur lequel vous pouvez consulter sur les sites PV Sites, qui est écrit juste en bas, si tu peux cliquer. Voilà, c'est pvsites.eu. Donc, sur ce site, en fait, vous allez pouvoir consulter aujourd'hui l'ensemble du projet et qu'est-ce que nous, on peut proposer par rapport à ça. Donc, en gros, c'était un benchmark avec un monitoring, un suivi de consommation sur un site de test. Voilà, et pour finaliser, donc, du coup, le dernier projet qui est en cours, c'est le projet BIPV Boost. Donc, c'est la continuité du projet PV Sites. Donc, dans ces projets, en fait, l'idée, c'est de trouver des optimisations techniques et économiques sur des projets test. C'est plusieurs sites, en fait, qui sont en Espagne, un site en Belgique et un site en Italie. Donc, sur ces projets, c'est Tecnalia, les porteurs du projet, qui est le responsable, et qui se base, en fait, sur des modèles BIM Solar ainsi que la maîtrise de la maintenance pendant la phase d'exploitation, et les groupements de différentes entreprises responsables des sites. Et ça sera, en fait, l'objectif du projet, c'est ça. C'est, en fait, aujourd'hui, tester sur BIM Solar la maîtrise de la maintenance et les optimisations en phase d'exploitation et en phase, on va dire, d'activité du bâtiment.
Donc, voilà, ce projet, pareil, c'est un projet européen, financé par l'Union européenne, dans lequel nous en fait, on n'a pas travaillé. C'est plutôt Tecnalia qui a travaillé avec, qui est en train de travailler avec Enerbim pour la modélisation de ces différents sites qui viennent depuis les sites logistiques. Si tu peux cliquer un petit peu en dessus, on va voir les différents sites. Voilà, c'est les sites à l'étude. Voilà, c'est ces différents sites aujourd'hui à Mondragon, l'Optimal House, des bâtiments de logement, des bâtiments industriels. Voilà, ces différents sites pour avoir un spectre complet sur l'ensemble des types de bâtiments. Donc voilà, la conclusion c'est aujourd'hui, c'est que voilà, Novatec INF4 et Tecnalia, ils peuvent jouer un rôle essentiel depuis la phase esquisse dans la conception de façades photovoltaïques. On va vous permettre en fait de maîtriser la conception technique grâce à notre savoir-faire, grâce à nos retours d'expérience, à tous les outils de conception comme BIM Solar. Donc ce type de façades en fait, ils sont assez complexes. Donc les façades photovoltaïques, c'est des façades qui sont pas simples et en général, ils sont en fait, pour un architecte, c'est compliqué en fait, de concevoir, donc il faut qu'il s'entoure des expertises. Donc nous, on peut vous garantir ces rôles-là. Donc en plus de ça, bon, on a les partenaires Enerbim qui a développé l'outil BIM Solar, qui reste un outil à l'aide à la conception pour les maîtrises d'œuvre et pour les bureaux d'études, et ainsi que pour les maîtrises d'ouvrage pour la partie faisabilité économique. Donc, cette expertise, en fait, sur la rénovation et la construction vont vous permettre aujourd'hui d'étudier la faisabilité du photovoltaïque en façade ou en toiture sur un projet. Ils vont vous permettre aussi d'intégrer les photovoltaïques dans l'architecture parfois complexe, que les architectes, parfois, ils s'aimeraient bien faire, mais ils ne savent pas trop comment. Donc, du coup, nous, on arrive à accompagner en fait, les architectes, les maîtrises d'œuvre dans ces processus. Ils vont vous permettre aussi d'intégrer un projet de l'espace numérique qui est très important à ce moment-là parce que voilà, aujourd'hui, la plateforme BIM vont vous permettre en fait de regrouper l'ensemble des données et de pouvoir distribuer les informations que vous souhaitez. Donc, les photovoltaïques fera partie aussi de cet espace et en tout cas, c'est assez nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'informations techniques à transmettre. En plus de ça, ça vous permet aussi d'anticiper un grand nombre de variantes de solutions techniques avec une réduction des coûts grâce à cet outil BIM qui est intégré directement, par exemple, sur le logiciel BIM Solar. Et pour finaliser, ça vous permet de faire une faisabilité économique du projet, la rentabilité, le bilan de consommation, la valeur patrimoniale qui est si nécessaire pour les maîtrises d'ouvrage. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Merci Alvaro, Amandine et Emmanuel pour vos présentations qui étaient très claires et très complètes. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez réactiver vos micros et les poser directement à nos intervenants. Je vois que j'ai une question de Monsieur Rénal dans le chat. Le photovoltaïque utilise beaucoup d'aluminium. Quel impact sur l'énergie grise et sur la thermique du bâtiment? Alors là, aujourd'hui, oui, vous avez raison. Les photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques, c'est des panneaux qui consomment beaucoup en aluminium. En termes on va dire, de bilan carbone, c'est quelque chose qu'il faut étudier dans l'ensemble en fait, de l'ACV. Aujourd'hui, l'impact qu'il peut y avoir sur les photovoltaïques, ça va dépendre en fait des exigences qu'il peut y avoir vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage et vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre en termes d'efficacité énergétique et en termes aussi des ambitions en fait plus et moins. Donc aujourd'hui, oui, certes, il y a un fort impact environnemental, mais par contre, en fait, ça permet parfois de rentrer dans un classement qui est demandé par la réglementation. Donc aujourd'hui, l'impact, c'est à mesurer, on peut le mesurer, mais bon, dire comme ça une règle générale, je ne peux pas dire, mais c'est certes qu'il y a un impact important, mais par contre, ça va dépendre en fait de la faisabilité de chacun des projets. Tu as une autre question, Alvaro. Quel logiciel utilisez-vous pour dessiner vos façades en 2D et en 3D? Alors, en 2D, souvent, on utilise AutoCAD et en 3D, ça va être souvent sur Revit en général ou parfois sur SketchUp. Si on veut faire quelque chose de simple, en tout cas pour BIM Solar, le logiciel qui est nécessaire pour intégrer on va dire, une maquette, il faut que ça soit un SketchUp, un format SketchUp qui permet en fait de rester assez simple et d'avoir une vision de la 3D du bâtiment. Alvaro, quel est le coût prévisionnel de ces essais pour Novatec? Si c'est comme le CCB, c'est hors de prix pour les PME innovantes. Est-ce que vous avez une mission de soutien à l'innovation? Alors, là, aujourd'hui, par rapport à la mission de soutien, ben, on est en train de développer une offre, par exemple, d'accompagnement pour des bureaux d'études, différents bureaux d'études fluides,
bureau d'études des structures, etc., dans lesquels on pourrait proposer une mission d'accompagnement, soit dans des matériaux biosourcés, soit dans les énergies renouvelables, soit dans l'analyse des cycles de vie. Donc là, aujourd'hui, vous dire comme ça, les coûts prévisionnels des Novatec, il faut voir cas par cas, il faut voir aussi les types de surface, il faut voir aussi les différents produits et les essais qui seront demandés. Donc, après, voilà, je ne connais pas les prix du CSTV, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, on peut proposer aujourd'hui des missions d'accompagnement. On peut proposer aussi des projets en PIA. Donc, c'est des projets en fait d'accompagnement aux petites entreprises, aux entreprises de taille moyenne, dans lesquelles ça vous permet de développer des solutions innovantes. Bon, nous, la base de Novatec, c'est un ITE, donc c'est un institut pour la transition énergétique. La base, c'est être accompagnateur en fait des solutions innovantes pour des entreprises. Donc, du coup, on pourrait faire quelque chose, mais il faut l'étudier cas par cas. Voilà. Et pour compléter ta réponse, Alvaro, je me permets de rajouter qu'effectivement, il faut nous contacter si vous avez des envies de projets. Comme on dit, Voilà. on peut faire des montages sur des projets PIA. Ça, il faut voir directement avec nous et c'est étudié au cas par cas. Et vous pouvez également, si vous avez besoin d'aide à l'innovation, en ce moment, on a l'appel à manifestation d'intérêt du projet Metabuilding que Novatec INEF4 coordonne. En ce moment, il y a l'appel Grow and Harvest qui est en cours. Il y a jusqu'à 60 000 € à la clé pour financer des projets d'innovation collaboratifs. Dans l'email avec le replay, je vous mettrai également les informations sur cette AMI auquel vous avez jusqu'à septembre pour répondre. Donc, vous avez tout l'été pour monter votre projet et tenter de le pitcher à la commission. Voilà. Ok. Bon, ma foi, je vais pouvoir cette fois-ci vous souhaiter une bonne journée. Je vous envoie tout ça, toutes les informations très rapidement par email. Et on se retrouvera bientôt pour de nouveaux webinaires. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.